Aujourd'hui, on parle d'un sujet très d'actualité, très important, le nouveau règlement sur la fixation des loyers, donc les critères de fixation de loyer qui ont été mis à jour l'année passée en 2025. C'est la première fois que tous les propriétaires vont devoir utiliser la nouvelle grille de calcul du TAL. On reçoit beaucoup de questions. Il y a eu des webinaires qu'on a vus dans les derniers jours de différents intervenants. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme les 2 dernières années, Philippe Saint-Don, mon associé et gestionnaire immobilier chez Gestion Immobilière Força. Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour Steve. Bonjour tout le monde. Donc, Philippe, est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte sur ce qui s'est passé en 2025 par rapport à ce changement réglementaire-là? Bien, ça dépend qu'est-ce que tu veux. En fait, c'était le changement, c'est surtout lié à la politique, là, aux différents groupes qui demandaient des choses, des associations de propriétaires. Fait que ça a amené le gouvernement à préparer un nouveau règlement, à simplifier la méthode de calcul, c'est-à-dire de passer d'une douzaine de critères différents à seulement 4 ou 6, là, tout dépendamment des situations, en ajoutant essentiellement, là, ce qui nous concerne, ce qu'on va regarder aujourd'hui, là, c'est les 3-4 critères là, qui sont d'abord, on arrive avec la notion de taux de base, taux de loyer de base, ce qu'on n'avait pas avant, qui est basé sur la moyenne mobile de l'inflation des 3 dernières années. Là, cette année, le taux est annoncé la semaine dernière, c'est 3,1 %. Donc, ça, c'est le taux de base. Mais on va voir tantôt que ce taux de base-là peut être affecté en fonction des critères qui suivent, dans le sens que même si le taux est de 3,1, si vous avez des critères dont les valeurs sont négatives, ça veut dire qu'il y a eu des baisses par rapport aux taxes assurances, ce taux-là peut être en dessous de 3,1. On le verra. J'ai fait le test hier. J'ai commencé à me préparer puis à faire différents tests là, pour m'approprier cette nouvelle façon de calculer les choses-là. Fait que le taux de base, le premier. Puis ensuite, les taux qui sont ajoutés, c'est les différentiels des variations comme dans les autres années au sujet des taxes municipales, scolaires et des assurances. Il faut comprendre que si c'est vraiment la différence de la hausse des taxes et des assurances, moins le 3,1 % de base, c'est-à-dire c'est l'excédent. Pour faire une histoire simple, si mes assurances augmentent de 5 % ou mes taxes, le taux de base étant de 3,1, ben, je vais avoir seulement 1,9 % qui va pouvoir être considéré dans le calcul puis réparti pour chacun des logements de mon immeuble. Fait qu'un montant divisé par le nombre de logements divisé par 12 mois qui va donner une hausse spécifique pour les taxes et les assurances. Et ensuite, les travaux. Il y a un amortissement de 5 % ou une dépense qui peut être ajoutée immédiatement à 5 %. Fait que que ce soit pour un immeuble ou pour un logement particulier, 5 % de la dépense est prise en considération dans le calcul. Ce qui est vraiment un gros changement par rapport aux années précédentes. C'était peut-être un peu moins pire les 2 dernières années. On obtenait quand même un bon taux pour les travaux, mais historiquement, le taux pour les travaux était ridiculement bas. Ça pouvait nous prendre un amortissement. Là, il y a quelques années, on était à quoi? 43, 44 ans, je pense, pour récupérer des travaux. Tandis que là, quand Philippe parle de 5 %, une autre façon de l'expliquer, c'est que tu mets 10 000 $ de travaux majeurs dans une année, tu divises par 20 et ça te donne l'augmentation que tu vas devoir répartir cette année-là à tes locataires. Donc, il y a 4 ans, je pense qu'on était à 41, 42, 43 années. Donc, on prenait notre montant divisé par 43 ans. Là, maintenant, ça l'encourage les propriétaires. C'était un des objectifs de la révision aussi, là, de la CAQ, de favoriser les augmentations, pas les augmentations, mais les travaux majeurs. Donc, c'était un peu décourageant de récupérer son argent sur 43 ans. Là, en sachant qu'on peut le récupérer sur 20 ans, c'est un peu plus encourageant pour les propriétaires. C'est l'orientation qui a été prise, effectivement. Puis, il est bon de rappeler aussi, en mise en contexte, que là, on va regarder les critères du tribunal administratif du logement. C'est dans le cas où vous êtes devant le juge ou plutôt en amont si vous avez à négocier avec un locataire qui refuse l'augmentation qui est proposée. Parce qu'on peut proposer n'importe quelle augmentation qu'on veut ou changer n'importe quelle condition, parce qu'un avis de reconduction de bail, ce n'est pas juste question de loyer. On peut enlever des choses ou en retirer. Ça peut être interdiction de fumer, ça peut être retrait de certains avantages, des choses comme ça, ou ajout de services ou quoi que ce soit. Fait que l'avis de reconduction est plus large que la hausse des loyers. Fait que donc, mais le locataire a toujours la possibilité de refuser. Et c'est là que rentre en ligne de compte une négociation avec son locataire. Mais si on est bien préparé et qu'on a déjà fait au préalable le calcul, la négociation est beaucoup plus facile, c'est-à-dire de présenter au locataire qui refuse, ben voici, moi j'ai fait mes devoirs, j'estime que si on était devant le juge demain matin, que le juge pourrait accorder telle hausse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on négocie?
Est-ce que pour faire passer la hausse, tu vas avoir quelque chose de plus? Ça concerne plus la négociation. Fait que d'une part, le calcul qu'on regarde aujourd'hui, c'est pour le juge, mais également pour tous ceux qui ont un financement avec la SCHL, pardon, de type APH Select, avec des logements qui sont dits abordables. Les directeurs de compte des banques, bon, ça fait quoi, 2 ou 3 ans que ça existe et de plus en plus, ils amènent certaines exigences et ils vont vous demander le calcul. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est des directeurs de compte bancaires qui nous écoutent, l'interprétation qu'ils ont fait des chiffres par le passé, c'est toujours de parler d'une recommandation du TAL de tant de pourcents, alors que ce n'est jamais une recommandation du TAL, mais c'est un taux qui est annoncé. Auquel taux on devait toujours ajouter les taxes, les variations de taxes, les variations d'assurance, les travaux et tout ça. C'est peut-être la nuance, là, des fois, qui manque dans le discours des directeurs de compte, mais pour les gens qui nous écoutent, sûrement ou les propriétaires ou les gestionnaires, c'est question de se préparer puis de devoir fournir la justification que la CHL demande, au risque d'avoir une tâche au dossier et de ne plus être capable de bénéficier pas des promotions, mais des conditions de prêt de la CHL. Fait que c'est bien important de faire le travail comme il faut. Puis, je veux tout de suite qu'on réponde à la question de Stéphane Laverdure qui nous dit, est-ce que c'est le même pourcentage, le 3,1, le loyer de base, l'augmentation de loyer de base de 3,1 pour tous les types de chauffage? Tu sais, avant, il y avait une catégorie chauffé au gaz, chauffé électricité et c'était variable. Ça, cette année, c'est plus là. Ça n'existe plus. On n'a plus cette notion-là d'électricité, ça ne rentre plus là-dedans. Tout ce qui est énergie, qu'on avait électricité, le gaz ou le mazout, on oublie ça. Le déneigement. Le déneigement, ça fait partie si c'est un déneigement. Puis là, juste une parenthèse, là, c'est nouveau l'histoire de travaux majeurs, là, d'amélioration. Mais j'assistais à la conférence, à la présentation de la Corpic. Et c'est ça qu'il dit, si c'est du courant, ça veut dire si tu fais déneiger tout le temps, ben ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais si tu as un événement particulier là, que tu dois déneiger, ça peut rentrer dans le majeur. C'est quelque chose, la notion, c'est actuellement, là, qui est véhiculé, c'est que ce n'est pas quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui arrive de ponctuel. Je dois faire déneiger pour une raison X, j'ai des travaux à faire, il faut que je déneige pour toutes sortes de raisons. Ça pourrait rentrer là-dedans. Mais encore là, ça va dépendre de l'interprétation que le juge va en faire. Parce que les travaux de gazon puis de déneigement, ce n'est pas précisé dans l'annexe. Fait que peut-être avec la jurisprudence, quelqu'un réussira à vendre son point et à passer le déneigement. Mais pour le moment, on n'a pas cette donnée-là. Il faut dire qu'on fonctionnait pendant 40 ans avec une ancienne façon de calculer, fait qu'on pouvait avoir de la jurisprudence, un peu comme les chauffe-eau. Moi, personnellement, je considère changer un chauffe-eau, changer un robinet, c'est la même chose. C'était de l'entretien. Il y avait de la jurisprudence qui disait que changer un chauffe-eau, c'était des travaux majeurs reliés à un logement. Mais donc, il faut y aller avec l'interprétation que les juges vont en faire. Fait que pour le moment, pour répondre à la question, électricité, tout ça, ça n'a plus d'importance. On n'a plus à. Et les frais de gestion avant qu'on était capable, dans certains cas, d'augmenter un peu plus si c'était une maison de chambre ou quelque chose comme ça. Maintenant, ces critères-là ne sont plus là. C'est vraiment le critère de base par rapport à l'inflation, les taxes municipales et scolaires, les assurances et les travaux. C'est les seules choses qu'on a maintenant. Là. Exactement, mais il s'ajoute des choses, peut-être ceux qui ont des services comme les résidences personnes âgées, ceux qui ont des services qui s'ajoutent à la personne, mais ça nous concerne moins. Ou l'autre chose qu'on ne parlera pas nécessairement dans nos exemples, mais si vous ajoutez Internet, si ça vous coûte 3 000 – 4 000 ajouter Internet, c'est un nouveau service, vous pouvez aller chercher votre amortissement là, lié à ces travaux-là. Excellent. Pour ceux, là, j'ai la question de Valérie qu'on connaît. Donc, Valérie a dit, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas les informations sur les taxes 2026? Bien, pour Joliette, c'est déjà sorti. Même les comptes, j'ai regardé dans Internet, c'est déjà sorti. Montréal, ça ne l'est pas encore. Puis, pour ce qui est de Saint-Charles-Borromée, en tout cas dans notre région non plus. Fait que c'est de voir avec les municipalités où est-ce qu'elles en sont. Vous pouvez ça ne devrait pas tarder. Là. Ça devrait arriver d'ici le début février. Là. Vous pouvez appeler pour leur demander. Appeler les villes, voir s'ils ont une estimation de la hausse en pourcentage pour y en estimer, ou si vous êtes patient, vous pouvez attendre d'avoir votre vraie facture de taxes. Vous pouvez l'estimer, mais si vous voulez avoir un meilleur calcul, c'est peut-être d'attendre d'avoir le vrai rapport de taxes, parce que ça peut faire quand même une différence dans le calcul et améliorer ou diminuer le 3,1 % parce que
Comme je vous avais commencé à dire, moi, j'ai commencé à me préparer là, pour tous nos logements, à préparer mon super cartable là, à chaque année. J'ai demandé aussi à tous nos propriétaires clients de faire la même chose. J'en ai quand même déjà reçu pas mal. C'est sûr que 2026, on les attend. Mais ce que j'ai constaté dans nos immeubles qui nous appartiennent, en tout cas, c'est qu'il y a des places que les taxes diminuent. Taxes scolaires, ça fait déjà quelques années que c'est soit stable ou c'est plus bas. Mais les taxes municipales, tout ce qui est résidentiel. Dans le semi-commercial, ça monte, mais ce qui est résidentiel, j'ai même vu une baisse de taxes de 1 000 comparativement à 2025, qui veut dire que dans le calcul, on va avoir un moins. Fait que notre 3,1 risque de ne plus être 3,1, mais peut-être de baisser à 2,5 ce qui peut nous aider à maintenir notre 3 à tout le moins si c'est ce qu'on vise à avoir. Là, c'est là que va rentrer en ligne de compte les travaux, puis le 5 qu'on peut aller récupérer. Fait que si vous êtes patient, peut-être attendre d'avoir tous vos chiffres pour faire les calculs, ou vous pouvez vous lancer. Hier, je me réfléchissais, j'avais envie d'envoyer 4 à tout le monde pour ne pas me casser la tête, puis je verrai après. Mais en faisant un immeuble, j'ai réalisé que pour cet immeuble-là, j'avais 5 je me suis dit, ça vaut peut-être la peine d'attendre puis de faire comme je fais d'habitude, puis d'y aller avec le maximum, quitte à baisser au moment de la négociation ou considérer aussi le risque d'avoir un logement vide, parce que depuis 1 an et demi, ce n'est plus la même situation du tout. Nos logements, qu'ils soient maintenant neufs ou pas chers ou peu importe, ils restent sur le marché longtemps. C'est pas mieux si on vide nos blocs puis qu'après ça, on n'a plus de logement, puis la catastrophe de devoir baisser notre loyer pour réussir à le louer pour toutes sortes de raisons, parce qu'on panique et on veut avoir quelqu'un ou qu'on a besoin de l'argent. Effectivement. Moi, j'ai un cas à Montréal où je vais envoyer une augmentation de 1 même si j'aurais le droit à plus que ça, parce que je veux pas perdre mes locataires. S'ils partent, le risque que j'ai, c'est que je vais devoir baisser le loyer pour le relouer, là, parce que la situation, elle a vraiment changé. Donc, il faut vraiment aussi se positionner logement par logement. On n'est pas obligé, il n'y a pas, en fait, tu me contredis, Philippe, là, si je dis une bêtise, mais on n'est pas obligé de respecter pour tous les locataires dans un immeuble la grille. Donc, il y a des locataires qu'on pourrait appliquer l'augmentation du TAL, puis il y en a un que je pourrais dire, ben, celui-là, je ne l'augmente pas parce qu'il est déjà au prix du marché. Est-ce que c'est le cas? Bien, tout à fait, parce que surtout que dans le parc qu'on a, on a quand même fait des travaux dans des logements qu'on a quand même augmenté de manière appréciable le loyer pour le ramener sur le marché. Comparativement à d'autres appartements, que c'est des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont là, qui payent beaucoup en bas du marché. C'est sûr que les plus bas, on est plus tenté de les ramener avec la hausse que nous suggérerait le tribunal si on était devant le juge. Puis de ceux qu'on a augmentés, d'être plus raisonnable et de dire, nous, on a déjà augmenté le loyer de 40 pour cette année. On peut rester un peu plus, on va dire, modeste et préférer garder notre locataire que de le voir partir et de devoir le remettre en marché et de le louer. Je veux, avant qu'on va aller faire, Philippe va aller faire une démonstration avec un cas fictif. Avant qu'on aille là, Philippe, important de rappeler que quand on envoie nos avis de reconduction, on doit donner aux locataires 3 choix. Avant, là, on ne laissait pas de choix du tout. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment leur donner 3 choix. Il y en a des propriétaires qui ont tendance à donner juste 2 choix. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel par rapport à ça? C'est nous, depuis l'année passée, on doit même citer dans l'avis de reconduction tous les articles du Code civil, exactement, et faire référence aussi au règlement. Là, je ne voudrais pas mal le nommer, là, mais c'est le règlement qui concerne justement là, les ajustements de loyer. Je ne voudrais pas mal le nommer. Il s'appelle le règlement sur les critères de fixation des loyers. Bon, fait que ce règlement-là, fait que l'avis de reconduction doit offrir les 2 choix puis d'être beaucoup explicite, c'est-à-dire les 3 choix. Les 3 choix, pardon, c'est soit je quitte, j'accepte, je renouvelle, ou j'accepte pas puis je renouvelle. Fait que ça doit être précisé. Là, de toute façon, c'est précisé avec les nouveaux articles. La Corpic offre des modèles qui ont été ajustés. Puis du côté du tribunal, je présume que les modèles aussi sont ajustés pour être conformes parce qu'on doit mentionner, il y a des mentions légales là, qui sont à plus. Moi, je fais toujours mes modèles. Si vous voulez, Steve pourra le partager. Là, je les prépare toujours d'avance. Fait que j'en ai pas à présenter, mais tout le contenu est légal est là, puis j'ai tous les articles là, qui doivent être mentionnés sur l'avis de reconduction. Je
pense qu'on a besoin de parler des délais parce que les délais sont Oui. quand même importants. Là. Disons qu'on va y aller de manière générale pour un bail de 12 mois qui est du 1er juillet 2025 et qui se termine le 30 juin 2026. Et ça, on doit envoyer notre avis de reconduction et s'assurer qu'il soit reçu dans les 3 à 6 mois avant la fin du bail, c'est-à-dire avant le 31 mars de cette année. Dans le cas d'un bail de moins de 12 mois, le délai est de 1 à 2 mois, c'est-à-dire à partir du 1er mai, on peut envoyer nos modifications basées sur les nouveaux calculs. Puis, ceux qui ont des baux plus courts, en tout cas, il y a comme 4 façons que le tribunal pourrait utiliser cette année. Là, si l'avis est envoyé avant le 1er janvier ou après, et selon la durée du bail, je ne rentrerai pas là-dedans, là, c'est des particularités. S'il y en a qui ont des baux courts, des chambres, des choses comme ça. Nous, on va se baser comme si on avait un bail de 12 mois qui commence le 1er juillet 2026. Donc, on est dans le site du tribunal administratif du logement. Puis Philippe va faire un peu le parcours pour vous emmener vers les documents nécessaires, le règlement et la grille de calcul également. On va faire le même exercice qu'on a déjà fait les autres années. Là, on va aller dans l'outil de calcul qui a été préparé par le tribunal administratif du logement. Puis Steve va donner les chiffres avec un de ces immeubles comme on a toujours fait. Puis la grille est quand même bien faite. Tu n'étais pas préparé, hein? On ira avec des chiffres approximatifs. L'idée, c'est de comprendre la logique. Puis on peut faire des tests aussi, comme je disais, pour voir l'impact si on a une diminution de taxes ou si nos taxes, s'ils augmentent de 3,1 nos taxes, là, ça n'a aucun effet sur la hausse de loyer. Si nos taxes sont en dessous de 3,1 d'augmentation, là, on a une baisse. Puis l'inverse, ici, on a une hausse qui est au-delà de 3,1, c'est là qu'on peut aller chercher un petit peu plus. Juste les autres années, j'utilisais le calculateur de la Corpic que je trouvais pratique parce que c'est un fichier Excel. Cette année, la Corpic ne l'a pas encore publié, il travaille dessus. Quand je suis allé voir hier, il n'était pas encore sorti. Ce qui veut dire que si on a à le faire, ce qui était bien avec la Corpic, c'est qu'on pouvait faire on pouvait comme mettre 3 appartements par calculateur Excel, alors que le tribunal, ça a toujours été toute une série de calculs là, pour refaire pour chaque logement. Cela dit, si on n'a pas de travaux spécifiques au logement, que les travaux sont dans l'immeuble et que ce sont tous les locataires qui doivent payer leur part, si je peux m'exprimer de cette façon-là, ça reste que le pourcentage au bout du compte, qu'on prenne n'importe quel logement, devrait rester en principe le même, fait qu'on peut appliquer le même pourcentage pour tous les appartements de ce bloc-là. Fait que l'outil de calcul, le calcul de l'ajustement des loyers du tribunal, pour aller le chercher, il est ici. Fait que nous, on va parler d'un avis qui est donné à compter du 1er janvier. Parce que si l'avis est envoyé avant le 1er janvier que vous êtes devant le juge, il peut y avoir, le juge pourrait avoir une grille différente pour valider les chiffres que vous allez mettre. Fait que si on va à l'outil, je le trouve relativement bien fait. Il est peut-être plus simple. On va y aller avec une adresse. On va mettre n'importe quoi, Montréal. Bon, ce n'est pas une résidence privée, fait que nous, on n'abordera pas ce sujet-là là, parce qu'il y a des services qui sont offerts à la personne. Fait que notre adresse, rue Wilmot à Montréal. Fait que si on veut notre logement pour faire le calcul, fait que Steve, tu vas me donner les chiffres, donne-moi un loyer mensuel du logement qui serait concerné. OK, d'un logement seulement, pas de l'immeuble au complet. Là. Un logement. Le logement qu'on veut augmenter, là, 1, 2, 3, 4. 2200. C'est un coréel là, que je vais y aller de mémoire avec mes chiffres. Là. Parfait. Fait que déjà, de base, ce que le tribunal nous accorde si on était devant le juge, une hausse de 68,20 du loyer. Oui. Là, il faut aller ajouter tous nos revenus et tout le reste. Fait que on n'ira pas dans des logements, pas dans les commerces. Dans les commerces, pardon. Fait qu'on n'en mettra pas. Bon, Steve n'habite pas le logement. Si on avait un logement inoccupé, il faudrait estimer le loyer. Fait que si j'en ai un vacant qui n'est pas loué, je devrais mettre un montant de ce loyer-là. Mais on va dire que tous nos logements sont occupés, fait qu'on n'en a pas de vacant. Fait que si j'ai un logement vacant et il est affiché sur Marketplace à 1200 $, je devrais mettre 1200 $. Parfait. Fait qu'on a 4 logements et là, la totalité des revenus mensuels. 6120.
Parfait. Fait que le calculateur nous donne rapidement les loyers pour toute l'année qui sont de 73 440. Les autres revenus provenant de l'exploitation de l'immeuble, ben, la petite bulle donne l'information. Ça peut être des revenus de buanderie ou si vous louez des stationnements à des gens qui ne sont pas locataires ou un logement qui n'est pas un espace de stationnement supplémentaire qui n'est pas inclus au bail, ça serait là qu'on pourrait ajouter les revenus annuels pardon, pour cet avantage-là. Fait que dans nos taxes municipales, taxes scolaires, assurance, c'est comme les autres années. Il faut mettre le montant 2026. Fait que, disons qu'on ne l'a pas reçu, mais Steve peut donner un montant. Oui, 5 405. 5 405? Oui, je suis précis, hein? Puis 2025, c'était quoi? 5 150. Fait que là, comme on va avoir une hausse, vous voyez, on a un 2,86 qui a été calculé. Puis ça, c'est le 2,86, tient compte que c'est un 4 logements. On n'enverra pas la hausse de loyer des affiliés aux assurances à un seul locataire, mais c'était divisé par les quatre logements. Nos taxes scolaires de cette année, 2025-26. 285. Puis les taxes scolaires l'année passée? 320. J'ai fait une diminution. Voilà. Fait que là, on va avoir un moins une pièce ici qui va être accordée liée au différentiel des taxes et assurances. Par rapport aux assurances, pour la police qui est en vigueur au 31 décembre 2025, c'était combien? À peu près 3 420. Puis si on compare avec l'année 2024? 3 360. Puis j'ai vraiment pas eu d'une grosse augmentation, honnêtement, là, dans la vraie vie. Donc, ça ne donne rien du tout. Ça ne donne rien pantoute parce qu'on est en bas du 3,1 %. Fait que cela dit, on a notre calcul additionnel. On peut aller chercher un peu plus de 1,80 $ pour nos taxes et assurances de l'immeuble. Par logement. Par logement, oui, parce que là, on fait le calcul pour notre 1, 2, 3, 4 rue Wilmot. OK. Réparation, amélioration majeure. On peut ouvrir une parenthèse. On va aller voir la petite bulle qui nous explique un peu c'est quoi la nouvelle façon de voir les choses. Parce qu'avant, on avait les travaux majeurs et on avait aussi les dépenses d'entretien. Là, on oublie ça, puis on parle de réparation, amélioration majeure, qui sont des dépenses qui ne sont pas récurrentes, comme celles qu'on assume régulièrement pour l'immeuble. Le gazon, c'est régulier. Le déneigement, en principe, c'est du régulier. Si vous avez un plan pour de la gestion parasitaire, que ce soit des souris ou des insectes, c'est des dépenses régulières. Normalement, ce n'est pas des améliorations majeures. Encore là, ça va être soumis à l'interprétation des juges dans les prochaines années lorsqu'il y aura des cas qui seront présentés devant le tribunal. Et pour aller voir dans l'annexe, tu me dis, Steve, si on voit toujours. Là, on voit toujours, ça fonctionne bien ce qu'on a fait. Et ça, c'est c'est l'extrait du règlement là, qui venait modifier le calcul. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir l'annexe pour qu'il parle des travaux. Moi, j'avais une crainte parce qu'on rénove souvent des appartements lorsque les gens quittent et avant de le relouer. Puis c'est souvent, c'est des travaux de peinture, des petits ajustements de plomberie. Des fois, on peut peut-être changer un recouvrement de bain, une fenêtre, des choses comme ça, mais rien de vraiment que je pourrais qualifier de majeur, comme des travaux de fondation, comme le premier. On parle de structure fondation, on parle de l'enveloppe extérieure, on parle de la maçonnerie, on peut parler des toitures. Pour moi, ça, dans mon esprit, c'est vraiment des travaux majeurs. Je me posais la question, mais alors, peinturer un logement au complet, tout vraiment de la grandeur, tout ce qui est fait, ça peut être entre 7 et 10 000. On parle quand même d'un montant qui est appréciable. Fait que le règlement, quelque part, est venu me rassurer à ce sujet-là, au point 2, qui dit les travaux d'amélioration de modernisation. Oui, on a les cuisines et salles de bain, les revêtements intérieurs. Ça veut dire si je remplace mon plancher de vinyle, ben, ça rentre dans des travaux majeurs. Puis on parle aussi même de la peinture des murs, des plafonds. Fait que ça, pour cet aspect-là, j'ai été rassuré. Fait que je me suis dit ça pourrait passer devant un juge parce que c'est clair. C'est plus les autres cas là, qui sont dans la zone grise qui vont être à démêler avec les prochaines jurisprudences. Fait qu'on a tous les travaux qui sont déjà considérés comme étant des travaux majeurs ou améliorations. Excellent. Ça va pour l'annexe? Oui, donc un changement de chauffe-eau, nous demande Cyril. Un changement de chauffe-eau, comme ce n'est pas quelque chose que tu fais de façon fréquente, si j'ai bien compris, c'est un travaux majeur. Moi, je vais y aller travaux majeurs. Même si les autres années, je disais que c'est de l'entretien, j'allais à contre-courant de la jurisprudence, mais la jurisprudence nous disait que chauffe-eau, c'est travaux majeurs.
Je vais le mettre dans travaux majeurs quand on sait que si on fait affaire avec un plombier, qu'on ne le remplace pas nous-mêmes, on peut compter à peu près en 1200 le chauffe-eau et l'installation. Et ça va s'appliquer à un logement. Ça ne sera pas à tous les autres à payer pour le chauffe-eau du logement numéro 4, mais ça va être le logement numéro 4 qui va recevoir une hausse parce qu'on a changé son chauffe-eau. Excellent. Est-ce que tu peux retourner dans l'exemple qu'on faisait sur le 1, 2, 3 rue Wilmot? Oui. Je suis revenu dans notre... Je vais le faire apparaître, puis je fais apparaître la question de Pierre Laurence qui dit « Si l'augmentation des taxes est de 2 il n'y a pas d'ajustement mensuel négatif qui s'écrit. Est-ce normal? » Ce n'est pas ce qu'on voit dans le calcul ici, là, dans l'exemple que Philippe a donné. Par exemple, dans ma taxe scolaire, j'ai eu une diminution. Donc, en 2024, 320, 2025, 285. Et on voit qu'il y a un ajustement négatif qui s'est appliqué. Oui. C'est correct. Je pense que je ne sais pas si j'avais à répondre, mais c'est à peu près ça. Parce que si on mettait 2,85, tu n'aurais absolument rien. Tu n'aurais rien du tout. Parce que c'est un peu comme les assurances ici. Les assurances, ils n'ont pas augmenté de 3 fait que tu n'as rien. Il faut vraiment que pour avoir du positif, il faut que l'augmentation soit plus haute que de 3,1 Puis s'il y a une diminution, ben là, on voit un petit impact négatif là, sur le calcul. Ici, là, pour cette catégorie-là, ce qui nous sauve, c'est qu'on a une augmentation plus appréciable des taxes municipales. Mais si on avait eu moins de taxes municipales, si je mettais 4400, par exemple, je verrais tout de suite, j'aurais... Non, c'est l'autre côté, il fallait que tu l'inverses. Je me suis trompé. C'était 5405. Puis j'avais 5. Ouais, c'est ça. En tout cas, si je mets... C'est le contraire. Ouais, c'est pas grave. Là. J'aurais une... Donc, d'une part, on me dit que j'augmente de 68 $. Je suis content, je suis à 3 %. Mais là, je me fais ramasser par ma baisse de taxe de 31. Fait que je veux pas aller trop vite, mais là, je serais comme plus à 3 %, mais je baisserais pas loin du 1,5 % de hausse qui serait accordé avant de mettre les travaux. Parfait. Là, si tu descends dans le bas de ton tableau, j'imagine que tu as ton pourcentage global, non? Là, je vais juste remettre mes affaires ici. Là. Je remets mes taxes comme on était à... Si on remet les vrais chiffres que j'avais au départ, j'avais 5 405 en 2026. Puis j'avais 5 150 en 2025. Parfait. On va avoir descend, on va aller mettre des travaux majeurs. Oui. Tu voulais-tu aller voir en bas ou pas? Parce que tu me demandais d'aller voir mais allons-y dans l'ordre. Là. On va y aller. Donc, les réparations, on a vu l'annexe, c'était quoi? On oublie le minding qu'on avait, là, de mettre il fallait tout ramasser, nos factures de gazon, de ci, de ça. Ça ne rentre plus dans le calcul. Tous nos petits remplacements qu'on fait, nos entretiens, ça ne rentre plus là-dedans. Il faut considérer juste. Fait que je ne sais pas si tu as une dépense majeure que tu veux mettre pour voir l'impact. Supposons que j'ai repeinturé toute l'entrée de l'immeuble. J'ai fait repeinturer là, par des hommes à tout faire de Montréal. Parfait. Fait que ça, la dépense était de combien? Avec les taxes, 5 700 $. Parfait. Si tu avais eu une aide financière, une subvention de la ville, normalement, il faut le mettre. Pour diminuer cette dépense-là, il faut la mettre. Et si tu as une inversée par un tiers, peut-être un assureur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'interprète, il faut enlever l'argent qu'on reçoit pour ce travail-là. Mais si c'est assumé de la poche à Steve, c'est 5 700, on va dire que ça inclut les taxes. Là, à ce moment-là, c'est la dépense qui est prise au complet. On va sauter ces deux cases-là pour nous demander combien de logements sont concernés. 4. Les 4, parce que c'est l'entrée de l'immeuble. Si ça avait été la peinture juste du 1, 2, 3, 4 Wilmot, c'est ce qu'on aurait mis. Il n'y a pas de locaux résidentiels, on peut mettre 0. Le logement, est-ce qu'il est concerné? Oui, il est concerné. Le logement est-il concerné? Ah, okay, ça ne change rien au montant de je comprends. Mais le logement, il se trouve être concerné là, indirectement parce qu'il est dans les 4. Dans les 4. Mais donc, ça me donne 8. Ça ne change rien. Donc, ça me donne... Donc, si je fais le calcul, c'est 5 700 fois 5 parce qu'on divise par 20 finalement, divisé par 4 logements, divisé par 12 mois, ce qui me donne pas le même chiffre qui est écrit là. Donc, je ne sais pas comment ça se calcule. Ça te donne combien? 5 700 divisé par 20 ans, divisé par 4 logements, divisé par 12 mois, ça me donne 5,93. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça donne pas le chiffre que je me serais attendu, là, mais... Bon, ça peut...
Je ne peux pas commenter, là, c'est un peu étrange, mais le principe, c'est 5%. Est-ce que tu veux mettre des travaux pour le logement en particulier? Pour là, ça va Non. avoir un impact? Non. Ah, ben, on pourrait, là. Mais le principe est le même. Fait qu'il s'agirait de nombre de logements concernés, on mettrait un, puis il est concerné un là. Fait qu'on aurait un ajustement supplémentaire. OK. Fait que là, pour le service dépendant, ben, c'est un peu ça. Si quelqu'un ajoute un nouveau service comme Internet ou des choses comme ça, ça occasionne des dépenses de fonctionnement ou la dépense comme telle, ben, à ce moment-là, cette dépense-là peut être ajoutée. Si une aide financière, la même chose. Fait que c'est un peu le même principe. Ça nous donnerait un montant d'ajustement mensuel Donc, supplémentaire. la mise en place de l'Internet, admettons que ça nous coûte 4 000 on le mettrait dans les travaux majeurs. Oui, Et la dépense annuelle du service Internet, elle, on la mettrait ici. Est-ce que c'est ça? c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. C'est ça. Mais là, ce qui veut dire, ce que l'histoire ne dit pas, c'est est-ce que les autres années, si ça rentre dans le régulier, est-ce que ça va être pris en considération? Peut-être pas, parce que ça va devenir du régulier. On va avoir déjà augmenté. Mettons que ça augmente de 30$ parce qu'on a mis Internet. Oui, non, j'imagine c'est juste un one-shot qu'on fait ça. Là. Ça doit être seulement la première année là, pour ajuster le coût d'Internet à l'intérieur du loyer à partir de la reconduction qui s'en vient. Excellent. Si tu descends dans le bas, Fait que là, c'est si on a une aide reçue, c'est le même principe. Les frais de déneigement, ça, c'est seulement pour les parts de maison mobile. Fait que nous, on n'a pas de part de maison mobile. Fait que si on regarde notre résumé de hausse de loyer, on avait la hausse de base de 68, on avait le différentiel taxe assurant de 1,81, on avait nos réparations, améliorations majeures, le 8,54, qu'on n'est pas trop sûr de comprendre le calculateur, comment il l'a pris. Les 4 et 5 qu'on n'a pas utilisés, c'est qu'on a une augmentation mensuelle de 78,55 qui porte le loyer à 2279 qui était 2200 pour une augmentation finale de 3,59%. Et là, on peut l'imprimer, le garder et ce serait la démarche qui serait à faire là, à chaque fois pour chacun de nos logements qu'on a à augmenter si on veut se garder des preuves ou négocier avec nos locataires. parfait. Puis là, mettons que tu as un locataire qui refuse. Il refuse catégoriquement. Il refuse de négocier. Toi, tu as fait ton calcul. Tu envoies ça là, à 2279. Il t'envoie dans les 30 jours suite à la réception. Il refuse. Oui. Ben là, je dis dans les 30 jours, mais c'est dans le mois suivant. Dans le mois. Attention, hein. Si c'est envoyé le 15 février, la personne a jusqu'au 15 mars pour répondre. Excellent. Donc, elle refuse. Donc là, toi, elle refuse de négocier. Qu'est-ce que tu fais? Ben, elle refuse, c'est de la négociation. C'est de lui présenter, on peut présenter les chiffres, factures à l'appui, de manière assez transparente. Il faut dire que personnellement, ce que je vais faire, c'est que le calcul, comme ça, je ne le ferai pas pour chacun de mes logements. Je vais faire peut-être pour un de l'immeuble pour avoir une idée du pourcentage. Mais pour me préparer d'avance, je les connais, ça tient à peu près sur une main ou deux, là, ceux qui contestent à chaque année. Je vais probablement les préparer. C'est de leur présenter le calcul préliminaire qui a été fait, puis de voir s'ils continuent à refuser, bien là, à ce moment-là, vous avez le choix d'accepter, de vous replier ou de poursuivre, puis de faire une demande pour ajuster le loyer. Et là, c'est remplir le formulaire RN, rassembler toutes ces factures, préparer ces documents. Je vais juste, mettons, tu as passé vite, là, mais pour le commun des mortels, c'est quoi ça, le formulaire RN? Le formulaire RN, c'est le formulaire qui est dans le site Internet pour faire le calcul. On peut aller le voir. Je pense que mon écran est toujours partagé. Oui. Je vais regarder si je suis capable de le trouver. Bon, 25-26 qui nous sort. Fait que le formulaire RN, parce que l'outil de calcul, c'est un outil qui est donné à la disposition des gens pour estimer quel serait le calcul du tribunal si on est devant un juge ou pour nous aider à négocier. Mais si on ouvre une demande pour fixer le loyer, bien, on doit remplir le formulaire RN que je disais, où on reprend essentiellement toutes les données qu'on a déjà mis dans le calculateur, mais ce formulaire-là ne fait pas de calcul. C'est laissé à la discrétion du juge et c'est tout marqué, on signe. Et ça fait partie des documents à transmettre dans notre dossier de demande. Transmettre à la fois au tribunal et transmettre au locataire. Et là, une fois que le dossier est ouvert au TAL, qu'est-ce qui se passe? Bien, on attend, une fois que notre demande est donnée, on attend d'être convoqué. Puis quand on est convoqué, bien, il faut faire notre preuve, c'est-à-dire d'avoir tous nos documents
les factures à l'appui avec être capable de prouver chacune des dépenses. Puis, le juge ne fera pas le calcul live. Moi, je l'ai vécu seulement une fois là, où j'ai dû me rendre au tribunal. Le calcul ne sera pas fait live, fait que ça va être fait après l'audition avec le juge. Puis, on attend la décision. Par rapport aux frais qu'on aura payés, c'est qu'il est possible que le juge condamne le locataire à les payer, mais d'ordinaire, c'est au demandeur, souvent au locataire, à payer les frais d'ouverture de dossier. Et si la hausse est égale ou supérieure au montant qui est demandé, puis si on a fait la preuve qu'on a offert au locataire de présenter tous nos factures et tous nos données, ça met les chances de notre côté pour que le locataire soit condamné à payer en tout ou en partie les frais d'ouverture de dossier. C'est ce qui nous était arrivé dans notre cas. Là. On avait eu partiellement, je pense qu'on avait eu 50% des frais. Là. Exactement. Excellent. Bien, je te remercie beaucoup, Philippe. On va, juste avant de se laisser, on a reçu quelques questions, donc je veux les faire apparaître. C'est une question qui revient de 2 personnes différentes. Donc, combien de temps, est-ce que si on refait notre toiture, pendant combien de temps on peut demander une déduction ajustée ou l'augmentation annuelle? Bien, c'est la première année. C'est ton fameux 5 là, que là, tantôt, le calcul de 5 ne nous marchait pas trop, là, mais tu le mets juste la première année, mais ce 5 %-là demeure en vigueur pendant toutes les autres années. Donc, c'est juste la première année que tu fais ton calcul de 5 Tu ne pourras pas l'année prochaine dire il y a 2 ans, j'ai fait ma toiture, je remets un autre 5 là. Ça a déjà été compté dans l'année 1. Est-ce que c'est ça? Oui. Puis la dépense doit être passée quand on la paye. Là. Si c'est payable, si on a déjà signé un contrat à l'automne, ben, les travaux vont être réalisés et finis de payer, mettons, au printemps 2026, mais la dépense va devoir être passée en 2026. Ben, sur l'année de référence 2026, c'est-à-dire pour les augmentations de juillet 2027. C'est au moment où elle est payée, mais la toiture ou peu importe, si c'était fait et payé en 2025, ça sert dans le calcul pour 2026. Parfait. On a Cyril qui pose une question intéressante. Puis là, je vais faire une hypothèse. Cyril, tu pourras préciser dans les commentaires, puis on te répondra après coup. Il dit, je suis nouveau propriétaire, j'ai un nouveau contrat de déneigement. Est-ce que ça peut être considéré comme une nouvelle dépense? Je pense que si c'était déjà inclus dans les baux d'avant, et tu me corrigeras, Philippe, c'est une dépense qui est juste récurrente, ce n'est pas un ajout de service, là, donc je ne penserais pas. Si ce n'était pas inclus l'année passée, dans les années précédentes, et que tu ajoutes le stationnement, le déneigement comme dépense, je pense que ça pourrait marcher. Est-ce que je me trompe ou pas? Ça pourrait être laissé à discrétion du juge, mais ça pourrait être essayé comme ça, parce que ça reste que c'est dans l'entretien, mais si c'est le même principe qu'ajouter un autre service comme Internet, ce qu'il n'y avait pas, ça pourrait rentrer là-dedans, que le coût pourrait rentrer, mais je présume, comme tu le dis, que les autres années, ça ne passerait pas. Là. OK. Valérie qui dit, si le calcul qu'elle fait arrive à 3,1 et donc aucune facture, je ne suis pas certain de ce que ça veut dire, donc elle n'a pas encore reçu les factures, le locataire peut toujours refuser. Bien, le locataire peut toujours refuser qu'on soit correct ou pas correct. Puis si la personne choisit de faire 3,1 elle pourrait le faire. Sauf que si une fois que les factures rentrent ou qu'on a toutes nos taxes et qu'on est devant le jeu et qu'on doit faire et que nos taxes ont diminué, c'est pas impossible, comme on a vu, que la hausse pourrait être inférieure à 3,1 Et il y a des gens, des locataires, moi je connais des dossiers comme ça, où peu importe l'augmentation qu'ils reçoivent, ils refusent systématiquement. J'ai une dame avec qui j'ai travaillé à Montréal, à chaque année, même si elle suivait à la lettre la recommandation du TAL et qu'elle mettait même un peu moins, à chaque année, la locataire refusait. À chaque année, la propriétaire gagnait. C'était une lutte. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans. Ça a été 10 ans comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Ils veulent que ce soit le tribunal qui refuse. Continuez. Je sais que vous êtes beaucoup à nous écouter après coup. C'est la majorité des gens. Vous nous poserez vos questions. Philippe a accès à tous mes commentaires que je reçois. C'est diffusé sur ma page Facebook, Sherpa Immobilier par Steve Forget, ou sur mon profil personnel, Steve Forget également. Donc, laissez-nous les commentaires. On va vous répondre après coup. Quelque chose de très important que je fais normalement au tout début, mais Philippe, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis gestionnaire d'immeubles quand même depuis 2007 que j'ai eu mon premier immeuble. Fait que j'ai
quand même pas loin de 20 ans bientôt là, d'expérience dans la gestion des immeubles. C'est ce que je fais depuis quand même ces années-là. On a une équipe aussi, je ne fais pas ça tout seul. J'ai une équipe pour de la maintenance, j'ai une équipe j'ai une personne aussi au service à la clientèle. On a des immeubles, oui, mais on offre nos services aussi à d'autres propriétaires là, qui veulent avoir un coup de pouce, puis avoir un accompagnement dans la gestion de leur immeuble. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère les immeubles de nos clients propriétaires comme si c'était les nôtres, fait qu'on s'occupe de tout, c'est-à-dire service à la clientèle, répondre. Comme là, on parle d'augmentation, ben, je les prépare. Je les prépare pour eux selon leurs instructions ou en fonction selon un échange ou en fonction des documents qui sont envoyés. Et puis, sur le service à la clientèle, on s'occupe aussi du recouvrement, de monter les dossiers tribunal. Bref, tout ce qui est lié, mettre en marché, louer. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait dans la vie quand même. L'entreprise existe depuis 2017, mais depuis 2021 là, qu'on a ouvert notre entreprise, la gestion immobilière Força, à des tiers, à d'autres propriétaires. Excellent, je te remercie. Je remets une question de Cyril en conclusion, mais Cyril, tu n'as pas été attentif là. Donc, il dit si j'ai eu on a 3 points, 3 n'est-il pas un minimum? Si les taxes et les assurances sont moins élevées que 3,1 %, on considère qu'on a 0 et pas négatif. Non, ça diminue. Ça peut diminuer. Si j'ai rien ou si mes taxes diminuent, effectivement, le 3,1 peut passer plus bas que ça. L'exercice qu'on faisait tantôt, c'est qu'en ayant une grosse baisse de taxes, c'est que je ne me ramassais plus avec 3,1, mais avec une augmentation d'à peu près 1,5 ou 1,6 %. Et oui, si nos taxes baissent, ça a un impact négatif sur le 3,1. C'est assez rare qu'on a ça, mais nous, ça fait quelques fois que ça nous arrive. Là, cette année, ça nous arrive dans quelques immeubles où on a des baisses de taxes municipales. Oui. Donc, ça arrive généralement tous les 3 ans, là, suite à quand ils vont ajuster le rôle foncier. Dans certains cas, les valeurs augmentent, mais il y a juste à la baisse le taux de taxation. Puis dans certains immeubles, ça peut avoir un impact à la baisse. Donc, de ce côté-là. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Philippe. Continuez à nous poser des questions. On va vous répondre après coup. Et on se retrouve la semaine prochaine, le mardi. Je recommence à tous les mardis à midi. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas. Là, j'en ai quelques-uns là, qui s'en viennent en février et en mars. Donc, je suis reparti avec mes lives hebdomadaires. Donc, merci Philippe, merci à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Lunch and Learn immobilier. Bonne fin de journée. Merci, bon succès à tout le monde.